Ma femme a accouché d'un bébé roux. Nous avons tous les deux les cheveux noirs. Elle m'a juré que c'était un donneur anonyme. Mais quand j'ai vu son amant sur les vidéos de surveillance, j'ai compris. Elle mentait depuis le début. Et son plan pour me ruiner était encore plus tordu que je ne l'imaginais. Pendant 6 mois, elle a joué la comédie parfaite. La femme enceinte heureuse, la future mère épanouie. Pendant ce temps, elle transférait mon argent à son amant, complotait avec mon ancien associé pour me voler mon entreprise et planifiait notre divorce jusqu'au moindre détail. Elle pensait que j'étais un idiot qui ne verrait rien. Mais moi aussi, je savais jouer. Et le jour où elle a cru avoir gagné, j'ai tout retourné contre elle. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Ici, nous partageons des récits authentiques de trahison, de manipulation, mais aussi de résilience et de justice. Dans les commentaires, écrivez-nous de quelle ville vous regardez cette vidéo et quel temps il fait chez vous en ce moment. Votre soutien nous aide à grandir et à partager encore plus d'histoires vraies. Cette histoire est longue, choquante, et je vous promets, vous ne verrez pas venir la fin. Installez-vous confortablement et découvrez comment un homme trahi a repris le contrôle de sa vie. Je me tiens à la maternité, les mains tremblantes contre la vitre, fixant le nouveau-né. Mon cœur s'arrête. Ce petit rouquin aux boucles flamboyantes n'est certainement pas le mien. Rebecca et moi avons tous les deux les cheveux foncés, presque noirs. Comment est-ce possible? L'infirmière s'approche, rayonnante. Félicitations, un magnifique garçon, 3,8 kg. Vous devez être si fier. Je reste figé, incapable de répondre. Sa voix résonne dans ma tête comme un écho lointain. Je hoche mécaniquement la tête et m'éloigne dans le couloir, les jambes en coton, cherchant désespérément un endroit où me fondre dans la foule, où respirer, où comprendre. Tout a commencé il y a 6 mois. Rebecca était rentrée en courant, brandissant son échographie comme un trophée. J'étais sur un chantier ce jour-là. L'équipe coulait les fondations d'une maison à 2 étages en périphérie de la ville. Mon téléphone avait sonné. Sa voix tremblait d'une joie si intense que j'en avais eu les larmes aux yeux. « Étienne, Étienne, je suis enceinte, c'est confirmé !» Mon cœur avait bondi dans ma poitrine. « Quoi? Tu es sûr? Le test est positif, l'échographie aussi. Mon chéri, on va avoir un bébé. » 5 ans. 5 longues années que nous essayons. Consultation médicale interminable, examen humiliant, espoir déçu mois après mois. Et voilà le miracle. Je suis rentré en trombe. J'ai trouvé la table dressée, une bougie allumée, ses yeux brillants de bonheur. Je l'ai soulevé dans mes bras, l'ai fait tourner. Mon amour, je n'arrive pas à y croire. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle riait, pleurait en même temps. Moi non plus, je n'y crois pas. Après tout ce temps. Nous avons ouvert du champagne. Elle a juste trempé ses lèvres. Je l'ai embrassée encore et encore. Nous sommes restés dans la cuisine jusqu'à l'aube, échafaudant des projets. La chambre d'enfant ici, la poussette comme celle-ci, les prénoms, les couleurs. Mais 3 jours plus tard, tout a basculé. Rebecca préparait le dîner, fredonnant une chanson. Soudain, elle s'est tournée vers moi avec un sourire étrange. Tu sais, il faut dire que tout s'est vraiment bien passé avec le matériel d'honneur. J'ai failli lâcher mon verre. Pardon? Quel matériel d'honneur? Elle a ri, comme si c'était évident. Mais enfin, chérie, tu te souviens? Nous avions convenu d'essayer la FIV avec un donneur si ça ne marchait pas naturellement. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon sang s'est glacé. Rebecca, de quoi tu parles? Nous n'avons jamais discuté de ça. Jamais. Mais si, voyons. Non! J'ai explosé, me levant brusquement. Je t'ai toujours dit clairement, soit mon enfant, soit aucun. Je ne veux pas d'un donneur anonyme. Comment as-tu pu faire ça sans me demander? Son visage s'est décomposé. Étienne, calme-toi. Je voulais te faire une surprise. Tu étais tellement malheureux de ne pas avoir d'enfant. Une surprise? J'ai hurlé, les poings serrés. Tu appelles ça une surprise? Tu portes l'enfant d'un inconnu et tu m'annonces ça comme si de rien n'était? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Ce n'est pas comme ça, tu ne comprends pas. Alors explique-moi, dans quelle clinique, quand, où sont les documents, les contrats, les autorisations? Elle a baissé les yeux. Tout s'est fait par un médecin de connaissance, rapidement, discrètement, sans paperasse compliquée.
Je ne voulais pas t'inquiéter avant d'être sûr que ça marche. J'ai senti la rage monter, brûlante. Sans paperasse, Rebecca, tu te rends compte de ce que tu dis? Aucune clinique sérieuse ne fait ça. Tu me traites de menteuse? Je te demande des preuves. Elle a tourné les talons et s'est enfermée dans la chambre en claquant la porte. Je suis resté debout dans la cuisine, tremblant de colère et d'incompréhension. Quelque chose ne tournait pas rond, pas du tout. Le lendemain matin, je suis allé voir ma sœur Béatrice. Elle m'a accueilli dans son bureau de notaire et a tout de suite vu mon état. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une tête de déterré. Je me suis effondré sur la chaise, lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus sombre. Étienne, écoute-moi bien. Sans document officiel, aucune clinique respectable ne pratique de FIV. C'est illégal. Il faut des contrats signés, des consentements, des paiements tracés. Si cette procédure avait vraiment eu lieu légalement, il y aurait forcément des preuves écrites. Alors tu penses qu'elle ment? Béatrice a hésité. Je pense que tu dois vérifier, discrètement, avant de l'accuser. À la maison, j'ai fait comme si de rien n'était. Rebecca s'est détendue, croyant l'orage passé. Elle s'est inscrite à des cours de préparation à l'accouchement, a commencé à aménager la future chambre. Mais je la surveillais. Et j'ai remarqué qu'elle passait des heures sur son téléphone, souriant à l'écran, tapant frénétiquement. À qui tu écris tout le temps? Aux filles, elles sont tellement contentes pour nous. Un soir, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vu son ancien téléphone dans le tiroir. Mes mains tremblaient en l'allumant. La batterie était presque morte, mais les messages étaient là. Un contact nommé simplement I. Une conversation datant de 3 mois, juste avant sa grossesse. Samedi, 18h. Tout va bien se passer, ne stresse pas. Tu es sûr que personne ne saura? Fais-moi confiance. Mon estomac s'est retourné. J'ai entendu l'eau s'arrêter. J'ai rapidement replacé le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Rebecca est sortie, enveloppée dans sa serviette. « Ça va, mon chéri? Tu es tout pâle. » Problème sur le chantier, j'ai menti. Une semaine plus tard, Béatrice m'a appelé, paniquée. « Il faut que tu viennes immédiatement. » Dans son bureau, elle m'a tendu des documents, les mains tremblantes. « Gaston, l'ancien associé de ton père, débarque avec une prétendue dette. Il réclame près d'1 million d'euros. Il menace de tout faire pour récupérer une part de ton entreprise. » J'ai senti le sol se dérober à nouveau. L'entreprise, mon héritage, tout ce qui me restait de mon père. C'est impossible, papa a tout réglé avec lui. Je sais, mais il a une photocopie d'une reconnaissance de dette. Elle a l'air fausse, mais il faut tout vérifier. Le samedi suivant, Rebecca m'a annoncé « Je vais chez Juliana, enterrement de vie de jeune fille. Tu es enceinte de 6 mois, tu es sûre ? Juste quelques heures, ça me fera du bien. » Quelque chose dans son regard m'a mis en alerte. J'ai attendu qu'elle parte, puis je suis monté dans ma voiture et l'ai suivie. Elle s'est garée devant un café du centre. Mon cœur cognait violemment. Elle est entrée. Quelques minutes plus tard, un homme l'a rejoint. Grand, athlétique, sourire confiant. Ils se sont embrassés, pas comme de vieux amis, comme des amants. J'ai serré le volant jusqu'à en avoir mal aux mains. Pendant 40 interminables minutes, je les ai regardés rire ensemble, se toucher, se regarder avec une intimité insupportable. Puis il a sorti des clés de sa poche. Elle a hoché la tête avec ce sourire que je croyais être le mien. Ils sont sortis, sont montés dans sa voiture, sont partis ensemble. Je ne les ai pas suivis. Mon monde venait de s'effondrer. Tout était devenu atrocement clair. L'enfant n'était pas le mien. Et elle le savait depuis le début. Je suis rentré à la maison avant elle. Assis dans la cuisine, je buvais de la vodka. Je bois rarement, mais là, c'était nécessaire. Ma tête bourdonnait de pensées. Rebecca est revenue 3 heures plus tard. Elle est entrée, souriante. « Tu as passé une bonne journée ?» J'ai répondu calmement. « Normal. J'ai un peu travaillé. » Elle est passée dans la salle de bain, puis s'est couchée. Je suis resté dans la cuisine jusqu'au matin. Le lendemain, j'ai fouillé à nouveau dans l'ancien téléphone de ma femme. Je l'ai connecté à l'ordinateur, récupéré une partie des fichiers supprimés. J'ai trouvé des photos.
Elle et cet homme dans un restaurant, enlacés. Date, 6 mois plus tôt, juste avant la conception. Une autre photo, eux deux au bord de la mer, devant des palmiers. Ils avaient donc voyagé ensemble. J'ai montré les photos à Béatrice, elle a regardé et dit doucement « Étienne, on dirait bien que ce n'est pas un donneur. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ne te précipite pas. Rassemble plus d'informations. Découvre qui est ce type, ce qu'il représente, et surtout, comprends pourquoi elle fait ça. Simple amant ou quelque chose de plus? Le soir, je suis rentré. Rebecca préparait le dîner. J'ai demandé négligemment « Comment va Juliana ?» C'était bien enterrement de vie de jeune fille. Elle m'a raconté le gâteau, les cadeaux, le champagne. Elle mentait facilement, sans hésitation. J'écoutais en me demandant combien de fois encore elle m'avait menti et sur quoi. La nuit, j'ai cherché sur Internet comment identifier quelqu'un à partir d'une photo. Je suis tombé sur des services de recherche par reconnaissance faciale. J'ai téléchargé sa photo depuis le téléphone de Rebecca. Une demi-heure plus tard, les résultats sont apparus. Lionel Mercier, 39 ans, habite en ville. Manager dans une société commerciale, divorcé, sans enfant. Sur son profil, salle de sport, voiture, voyage. Un homme ordinaire, rien d'extraordinaire. J'ai continué mes recherches. Ils avaient été dans le même lycée, camarades de classe, donc ils se connaissaient depuis longtemps. Peut-être même avaient-ils été ensemble autrefois. Puis moi, puis lui à nouveau. Classique. Mais pourquoi cette mise en scène avec le donneur? Pourquoi ne pas simplement divorcer si elle avait un amant? Soit elle ne voulait pas me perdre comme pourvoyeur, soit quelque chose d'autre se tramait. J'ai décidé de creuser plus profond. J'ai appelé une connaissance, André. Il avait travaillé dans le privé avant de prendre sa retraite. Je lui ai demandé de l'aide. André a accepté, disant qu'il me ferait un prix d'amis. Je lui ai donné les coordonnées de Lionel, lui ai demandé de découvrir ce qu'il faisait, où il allait, avec qui il était en contact. 3 jours plus tard, André m'a envoyé son premier rapport. Lionel avait récemment vendu son appartement. Il avait reçu l'argent, mais personne ne savait où il l'avait dépensé. Il n'avait pas acheté de nouveaux logements, pas contracté de crédit, vivait en location. Étrange pour quelqu'un qui venait de toucher plusieurs centaines de milliers d'euros. André a également dit que Lionel se rendait fréquemment dans une ville voisine. Pourquoi? Ce n'était pas encore clair. Peut-être le travail, peut-être autre chose, mais régulièrement, 1 fois par semaine au moins. Et puis Gaston s'est pointé sur mon chantier. Il est arrivé dans un SUV noir, est sorti avec un dossier de documents, a proposé qu'on se rencontre pour discuter de la situation. J'ai accepté, bien que tout cela m'exaspérait déjà. Nous nous sommes installés dans sa voiture. Il a commencé à raconter que mon père lui devait de l'argent, qu'il ne l'avait pas remboursé, que sa famille avait souffert. J'écoutais et je comprenais qu'il mentait. Tout en lui mentait. Regard fuyant, main tremblante, voix fausse. Quelle preuve avez-vous? Il a montré cette fameuse reconnaissance de dette. Je l'ai prise, examinée. La signature de mon père était floue. Le papier ancien mais étrangement propre, comme s'il avait été vieilli récemment. Je vais vérifier les documents, puis on décidera. Il a hoché la tête. J'attends une réponse d'ici la fin du mois, sinon, tribunal. Je me suis rendu chez Béatrice avec la reconnaissance. Elle l'a examinée sous une lampe, photographiée, envoyée à un expert de sa connaissance. Le lendemain, la réponse est arrivée. La signature n'était pas celle de mon père. Falsification, et grossière en plus. Béatrice a proposé de porter plainte. J'ai refusé. Je voulais d'abord comprendre pourquoi Gaston faisait ça, qui était derrière lui. Et là, j'ai eu un déclic. Et si Gaston était lié à Rebecca? Trop de coïncidences. Elle enceinte d'un amant, Gaston qui réapparaît soudainement avec des revendications. Peut-être qu'ils tramaient quelque chose ensemble. Le plan serait divorce, partage des biens. Ensuite, je paye une pension alimentaire et je dois en plus à Gaston, tandis que Rebecca et Lionel vivent sur mon argent. J'ai partagé cette théorie avec Béatrice. Elle a réfléchi. C'est tout à fait possible. Mon conseil, tais-toi pour l'instant.
Fais comme si tu ne savais rien. Rassemble les preuves et prépare-toi au pire. C'est ce que j'ai fait. À la maison, avec Rebecca, j'étais doux et calme. Elle s'est complètement détendue. Son ventre s'arrondissait. Elle a commencé à acheter des affaires pour bébé. Je l'aidais à monter le berceau, à accrocher le mobile, tout en pensant que cet enfant qui allait m'appeler papa n'était pas le mien. Les nuits, je ne dormais pas. Je planifiais, calculais les options. Si tout était comme je le pensais, il fallait agir durement. Transférer les actifs, créer des dettes fictives, consulter des avocats. Mais c'était trop tôt. Il fallait d'abord rassembler les faits. André m'a envoyé un nouveau rapport. Lionel avait rencontré un agent immobilier dans la ville voisine, visité des appartements. Il prévoyait donc de déménager là-bas ou d'y acheter un bien. Avec quel argent ? Celui de la vente de son appartement ou attendait-il d'autres fonds ? Tout concordait. Rebecca divorcerait de moi, partagerait les biens en deux, obtiendrait l'appartement, une part de l'entreprise, une pension alimentaire. En plus, Gaston arracherait une partie de la société par décision de justice. Je resterais avec rien. Et Rebecca et Lionel partiraient dans l'autre ville, commenceraient une nouvelle vie sur mon argent. Bien imaginé. Sauf que je ne les laisserai pas faire. Une semaine plus tard, André m'a envoyé un dossier détaillé sur Lionel. Il s'avérait que le type n'était pas si simple. Manager commercial dans une grande société de gros, salaire correct, mais pas assez pour vendre son appartement et faire disparaître l'argent on ne sait où. Divorcé depuis 3 ans. Son ex-femme vivait à Paris. Pas de pension alimentaire, pas d'enfants. Historique de crédit propre, quelques amendes mineures, bref, un homme ordinaire. Mais voilà ce qui était intéressant. Sur ses réseaux sociaux, j'ai trouvé des photos de soirées d'entreprise où il enlaçait une femme de la comptabilité. Photos récentes, datant d'1 mois. Donc Rebecca n'était pas la seule ? Ou c'était pour donner le change ? J'ai demandé à André de creuser plus profondément. Je voulais surtout savoir où était passé l'argent de la vente de l'appartement. Il a promis de se renseigner par ses canaux. Pendant ce temps, je devais régler le problème de Gaston. Béatrice a retrouvé tous les documents concernant la transaction entre mon père et lui. Elle a trouvé le contrat de rachat de parts, les bordereaux de paiement, les actes de rapprochement. Tout était en ordre. Mon père avait versé à Gaston la somme convenue il y a 20 ans, et celui-ci avait signé un reçu. Il n'y avait jamais eu de dette. Gaston bluffait effrontément. Mais pourquoi ? Simplement extorquer de l'argent ou quelqu'un le manipulait-il vraiment ? J'ai décidé de vérifier cette hypothèse. J'ai appelé Gaston, lui ai proposé de nous rencontrer dans un lieu neutre, un café en périphérie. Il a accepté, et même arrivé avant moi, assis à une table, nerveux. Je me suis installé en face de lui et commandé un café et commencé de loin. J'ai vérifié les documents, tout est en ordre, aucune dette. Gaston s'est crispé, a commencé à bredouiller quelque chose sur des erreurs dans les papiers qu'il avait d'autres données. Je l'ai laissé se taire, puis lui ai demandé directement « Qui t'a poussé à faire ça ?» Il a hésité. J'ai continué. « Gaston, tu comprends que c'est du pénal. Falsification de documents, escroquerie, 5 ans, facile. » Il a pâli, a commencé à nier, disant que personne ne l'avait poussé, qu'il avait décidé seul. Mais ses yeux fuyaient. Je comprenais qu'il mentait, et mal. Je lui ai dit franchement, « Si tu me donnes le nom de celui qui est derrière tout ça, je ne porte pas plainte. Sinon, tu es bon pour le tribunal. » Gaston est resté silencieux, puis a soudain demandé, « Et si je retire ma plainte, tu me laisses tranquille ?» J'ai hoché la tête. Il a soupiré. « Je vais réfléchir. » Il s'est levé et est parti. Je suis resté à finir mon café. C'était clair, il avait peur. Peur de celui qui l'avait manipulé, ou de celle. Le soir, Rebecca a fait un scandale. Pour rien. J'avais oublié d'acheter des vitamines pour femmes enceintes. « Tu ne te soucies pas du bébé, tu t'en fiches, tu es un égoïste. » Je me suis tue, écoutant. Puis elle a fondu en larmes, s'est enfuie dans la chambre. D'habitude, je l'aurais suivie, je me serais excusé, l'aurais prise dans mes bras. Mais là, je me suis simplement assis sur le canapé, j'ai allumé la télévision. 20 minutes plus tard, elle est sortie, les yeux rouges, s'est assise à côté de moi. « Excuse-moi, c'est les hormones, je suis à bout de nerfs. »
Je l'ai prise dans mes bras. Tout va bien. Mais je pensais, comme elle joue bien son rôle. Ou croit-elle vraiment que je ne sais rien? Le lendemain, André m'a envoyé une bombe. Lionel avait transféré de l'argent sur le compte d'une certaine Rebecca Belmont. Ma Rebecca. Montant 22 500 €. Date du virement 2 mois plus tôt, juste après la vente de son appartement. Donc il avait vraiment investi dans leur plan commun. Ou dans son plan à elle. En tout cas, le schéma devenait évident. J'ai fait des captures d'écran des virements, tout sauvegardé sur une clé USB, montrée à Béatrice. Elle a sifflé. Ça, ce sont des preuves sérieuses. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il prévoit ensuite. Je lui ai demandé de me trouver un bon avocat spécialisé en divorce. Elle m'a donné le contact d'une de ses connaissances, maître Jérôme Dubois. Elle a dit qu'il était une bête dans son domaine, surtout concernant le partage des biens. Je suis allé le consulter, lui ai raconté toute la situation, montré les preuves. Maître Dubois a écouté attentivement, feuilleté les documents, puis a dit « La situation est complexe, mais gérable. L'essentiel est de ne pas la laisser demander le divorce en premier. Si elle le fait, elle exigera le partage des biens, une pension alimentaire pour l'enfant. Et prouver que l'enfant n'est pas le vôtre avant sa naissance est presque impossible. Le test ADN ne peut se faire qu'après l'accouchement. Que dois-je faire? Préparez-vous à l'avance. Transférez vos actifs. Créez des dettes fictives envers des tiers. Protégez au maximum votre entreprise. Et surtout, comportez-vous comme si vous ne saviez rien. Qu'elle pense que tout se passe selon son plan. Quand l'enfant naîtra, exigez immédiatement un test ADN. S'il montre que vous n'êtes pas le père, pas de pension alimentaire, pas de partage. J'ai accepté. J'ai demandé un plan d'action. Maître Dubois a promis de préparer les documents. Il a aussi suggéré d'installer un dictaphone à la maison, d'enregistrer les conversations de Rebecca, au cas où elle se trahirait. J'ai dit que j'y réfléchirais. L'écoute, ce n'était vraiment pas mon truc. Je suis rentré à la maison. Rebecca était assise sur le canapé feuilletant un catalogue de poussettes. Elle m'en a montré plusieurs modèles. « Laquelle tu préfères ?» J'ai désigné du doigt la première venue. Elle s'est réjouie. Moi aussi, j'avais choisi celle-là. Elle m'a serré dans ses bras, m'a embrassé sur la joue. Et moi, je pensais, est-ce vraiment du théâtre? Ou se ment-elle déjà à elle-même? La nuit, allongée, je fixais le plafond. Rebecca dormait à côté de moi, respirant doucement. Je me souvenais de notre rencontre, 10 ans plus tôt, à l'anniversaire d'un ami commun. Elle travaillait alors comme administratrice dans un club de fitness. Je commençais tout juste à développer l'entreprise de mon père. Coup de foudre immédiat. Belle, joyeuse, simple. Pas de celles qui prennent de grands airs. Nous nous étions mariés 6 mois plus tard. Les premières années avaient été bonnes. Puis avait commencé cette histoire d'enfant. Examen, médecin, échec. Elle était devenue renfermée, moi, irritable. Mais je pensais que nous surmonterions ça ensemble. Et il s'avérait qu'elle voyait déjà Lionel à l'époque. Ou plus tard. Quelle importance. Le matin, je me suis levé tôt, suis allé sur le chantier. Le travail me distrayait. L'équipe coulait les murs, je vérifiais le niveau, faisais des remarques. Un ouvrier, Gaston, m'a demandé pourquoi j'avais l'air si sombre. J'ai menti, manque de sommeil. Il a hoché la tête, proposé d'aller au sauna après le travail. J'ai refusé. Je devais passer chez Béatrice. J'y ai trouvé Maître Dubois. Il avait apporté un projet de contrat de donation. Soi-disant, je faisais don à Béatrice d'une part de l'entreprise pour dette. Dette fictive, évidemment. J'ai signé. Béatrice a certifié. Maintenant, formellement, je lui devais une somme rondelette. Et en cas de divorce, le tribunal tiendrait compte de ses obligations. Rebecca obtiendrait moins, ou rien du tout, avec de la chance. Maître Dubois a aussi conseillé d'ouvrir un nouveau compte au nom de Béatrice et d'y transférer l'argent de l'entreprise, comme remboursement de dette. C'est ce que j'ai fait. En 1 semaine, j'ai transféré presque 300 000 €. Rebecca n'a rien remarqué. Elle n'avait pas accès à mes comptes professionnels. Et puis est arrivé ce qui m'a définitivement convaincu de ses intentions. Elle est rentrée un soir,
s'est assise à côté de moi sur le canapé, m'a pris la main. « Il faut qu'on parle sérieusement. » Je me suis tendu. Elle a commencé. « Étienne, j'ai réfléchi. Il faudrait mettre l'appartement à mon nom pour l'enfant. Tu comprends? Pour que tout soit protégé au cas où il t'arriverait quelque chose. Tu sais, ton travail est dangereux, le chantier. » J'ai fait un visage surpris. Pourquoi? L'appartement est déjà à nous deux. Si quelque chose arrive, l'enfant héritera de toute façon. Elle a hésité, puis a dit que ce serait plus rassurant, que des avocats le lui avaient conseillé. Quels avocats? Je n'ai pas demandé. J'ai simplement hoché la tête. Je vais y réfléchir. Elle s'est réjouie, m'a couvert de baisers, et j'ai compris, elle se pressait. Bientôt l'accouchement, bientôt le divorce. Elle devait réussir à mettre quelque chose à son nom. Le lendemain, j'ai appelé André, lui ai demandé de renforcer la surveillance. Je voulais connaître chacun de ses mouvements. Il a accepté. 2 jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. Rebecca rencontrait Lionel dans un parc. Ils se promenaient, main dans la main. Puis il l'a enlacée, a caressé son ventre. Elle a ri, s'est mise sur la pointe des pieds, l'a embrassée. Longuement. J'ai eu un haut-le-cœur. Pas de jalousie, juste la conscience de l'ampleur de la tromperie. Le soir, je suis rentré. Elle préparait le dîner, a demandé comment s'était passée ma journée. Bien. Nous avons mangé, regardé un film. Elle s'est blottie contre moi, a posé sa tête sur mon épaule. J'étais assis comme une statue de pierre. Je me demandais combien de temps encore je devrais supporter ça, jouer à la famille heureuse. André ne chômait pas. 1 semaine plus tard, il m'a apporté un dossier entier, photos, vidéos, relevés d'appels. Rebecca rencontrait Lionel au minimum 3 fois par semaine, parfois dans des cafés, parfois chez lui dans son appartement loué. Une fois, il était venu près de notre immeuble, l'attendant dans sa voiture garée dans la rue voisine. Elle sortait, montait chez lui. Il partait 1 heure, 1 heure et demie, puis il la ramenait. Le culot dépassait l'entendement. J'ai étalé tous les documents sur la table, photographiés, sauvegardés dans le cloud. Puis j'ai appelé Maître Dubois, pris rendez-vous, lui ai tout montré. Il a étudié, hoché la tête. Les preuves sont plus que suffisantes. Maintenant, l'essentiel est de ne pas se faire griller avant l'heure. Attendez l'accouchement, puis frappez sur tous les fronts. Test ADN, divorce, partage des biens. Avec de telles preuves d'infidélité et de fraude, Rebecca n'obtiendra rien du tout. Mais je ne voulais pas attendre. À l'intérieur, tout bouillonnait. J'ai décidé d'essayer de lui parler calmement. Peut-être avouerait-elle, s'excuserait-elle. Peut-être pourrions-nous nous séparer humainement. Même si je savais que c'était stupide. Les gens qui planifient de tels stratagèmes ne renoncent pas si facilement. Je suis rentré un soir. Rebecca était dans la cuisine, buvant du thé avec des biscuits. Son ventre était déjà gros. 7e mois. Je me suis assis en face, me suis servi de l'eau et demandé directement. « Rebecca, tu ne veux pas me dire quelque chose ?» Elle a levé les yeux, surprise. « À propos de quoi ?»« Eh bien, peut-être que tu ne m'as pas tout raconté sur la grossesse. » Elle s'est tendue. « Où tu veux en venir ? Je veux comprendre si cet enfant est le mien ou non. » Elle s'est levée d'un bond, a failli renverser sa tasse. « Tu es devenu fou ? Bien sûr que c'est le tien. De quoi tu parles ?» Je suis resté assis calmement, la regardant. « Alors pourquoi tu m'as parlé de donneur ? Pourquoi il n'y a aucun document de clinique ?» Elle a commencé à se justifier, disant que c'était une blague, qu'elle avait voulu me surprendre, qu'elle s'était embrouillée dans ses mots. Je ne la croyais pas. « Tu vois quelqu'un d'autre ?» Elle a pâli, a commencé à nier, jurant que j'inventais tout. Puis elle s'est brusquement retournée, a attrapé son sac et est partie de la maison, a claqué la porte si fort que le plâtre s'est effrité. Je suis resté seul. Je comprenais que j'étais allé trop loin. J'aurais dû me taire, attendre, mais je ne pouvais plus. J'ai appelé Béatrice, lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a soupiré. « Tu es un idiot. Mais puisque c'est fait, prépare-toi à tout. Rebecca va forcément réagir maintenant. » Et effectivement, 3 jours plus tard, elle est revenue.
Elle avait vécu tout ce temps chez sa mère. Elle est arrivée en larmes, les yeux rouges, s'est assise sur le canapé. « Étienne, pardonne-moi. J'ai eu tort. Les hormones, les nerfs, j'ai craqué. Bien sûr que c'est ton enfant. Je n'aime que toi. Donne-moi une autre chance. » J'écoutais et je comprenais qu'elle jouait. Et elle jouait bien. Larmes réelles, voix tremblante. Mais je connaissais déjà la vérité. Alors je l'ai simplement prise dans mes bras. Tout va bien. J'ai eu tort aussi. Qu'elle pense que je l'ai cru. Elle s'est calmée, est allée prendre une douche. Je suis resté dans la cuisine, réfléchissant à la suite. J'ai décidé de continuer à rassembler des informations. J'ai appelé André, lui ai demandé de creuser plus profondément. J'étais particulièrement intéressé de savoir qui d'autre était impliqué dans cette combine. Gaston était-il vraiment lié à eux? Quelques jours plus tard, André a confirmé mes soupçons. Lionel avait rencontré Gaston. Vidéo du parking d'un centre commercial. Ils étaient assis dans la voiture de Gaston, discutant. Donc, c'était bien un complot. Lionel et Rebecca faisaient pression d'un côté. Grossesse, divorce, partage des biens. Gaston de l'autre, par le tribunal, avec les prétendues dettes de mon père. J'étais au centre. Un plan simple et ignoble. J'ai montré la vidéo à Maître Dubois. Il a souri avec ironie. Maintenant, nous avons tous les atouts. On peut coincer Gaston pour complot et escroquerie, et Rebecca pour infidélité et tentative de fraude. Il suffit de bien jouer. Comment exactement? D'abord, attendez l'accouchement. Faites le test ADN. Quand le résultat montrera que vous n'êtes pas le père, demandez le divorce. Simultanément, déposez plainte contre Gaston avec toutes les preuves de ses manigances et de son lien avec Lionel. Rebecca sera piégée. Ni argent, ni mari, ni soutien de son amant, qui s'enfuira probablement dès qu'il sentira le danger. Le plan était brutal, mais il n'y en avait pas d'autre. J'ai accepté. J'ai juste demandé de ne pas se précipiter. Laissons les choses suivre leur cours pendant que je protège définitivement l'entreprise. Béatrice m'a aidé à établir plusieurs contrats fictifs supplémentaires. Maintenant, formellement, je devais à différentes sociétés et personnes privées près de 600 000 €. En réalité, bien sûr, je ne devais rien à personne. Tous les documents étaient faux, certifiés par des connaissances de Béatrice. Mais pour le tribunal, ça paraissait convaincant. En cas de divorce, Rebecca n'obtiendrait qu'une part de l'appartement, et encore, compte tenu des dettes. J'ai aussi transféré à ma sœur le bail du bureau et de l'entrepôt. Formellement, c'était maintenant ses actifs. Je louais simplement chez elle. L'entreprise restait la mienne, mais les ressources principales étaient hors de portée pour le partage. À la maison, je me comportais comme si de rien n'était. J'aidais Rebecca, achetais des affaires pour bébé, montais le berceau. Elle s'est détendue, a même arrêté de regarder si souvent son téléphone. Elle pensait que le danger était passé, que je l'avais cru. Et puis est arrivé ce qui a mis le point final. Je suis rentré plus tôt que d'habitude. Sur le chantier, on avait fini en avance. Rebecca était dans la chambre, au téléphone. La porte entr'ouverte. Elle ne m'avait pas entendu. Elle parlait doucement, mais j'ai capté ses mots. « Lionel, encore un peu de patience. » Il m'a cru. Tout se passe comme prévu. Dès que j'accouche, on demande le divorce. L'appartement est presque à mon nom. Il ne reste plus qu'à le convaincre de signer l'acte de donation. Je me suis figé dans le couloir. J'écoutais. Elle continuait. Gaston a promis qu'il récupérerait au moins 150 000 par le tribunal. Ça nous suffira pour un nouvel appartement dans notre ville. Et avec la pension alimentaire, on vivra bien. L'essentiel, tenir encore un mois. Voilà, le point de non-retour. Je suis sorti discrètement de l'appartement, suis descendu, me suis assis dans ma voiture. J'ai appelé Béatrice, lui ai raconté ce que j'avais entendu. Elle a juré. C'est fini, frangin, assez attendu, on passe à l'action. Le jour même, avec Maître Dubois, nous avons préparé une plainte contre Gaston, joint toutes les preuves. Reconnaissance de dettes falsifiées, vidéo de sa rencontre avec Lionel, échange. Nous l'avons déposé. Une semaine plus tard, Gaston a reçu une convocation. Il m'a appelé, a commencé à menacer. J'ai dit calmement « Si tu ne retires pas ta plainte et ne me laisses pas tranquille, tu iras en prison. » Il s'est tu. 2 jours plus tard, sa plainte était retirée.
Première menace neutralisée. Rebecca ne savait rien, vivait tranquillement, se préparant à accoucher. Lionel aussi, apparemment, était confiant que tout était sous contrôle. Et moi, chaque soir, je rentrais à la maison, souriais à ma femme, caressais son ventre, jouais le futur père heureux. Et à l'intérieur, je gelais de plus en plus. Le mois avant l'accouchement s'était tiré comme une année. Chaque jour, un jeu de rôle. Chaque soir, de faux sourires. Rebecca s'épanouissait, se préparait à devenir mère. Moi, je me préparais à la guerre. Maître Dubois m'a conseillé d'attendre qu'elle accouche et enregistre l'enfant à mon nom. Ce sera plus simple de prouver la tromperie. Elle vous inscrira comme père, sachant que vous ne l'êtes pas. C'est de l'escroquerie pure. De plus, le test ADN après la naissance deviendra une preuve officielle. Et pour la pension alimentaire ? Si le test montre que vous n'êtes pas le père, on peut obtenir par tribunal l'annulation de la mention de paternité sur l'acte de naissance. Alors, aucune pension alimentaire. Mais il faut agir vite, avant qu'elle ne tente quelque chose. Pendant ce temps, André m'a envoyé de nouvelles informations. Lionel achetait effectivement un appartement dans l'autre ville. Contrat déjà signé. Remise des clés dans 2 mois, juste après l'accouchement de Rebecca. L'argent provenait de la vente de son appartement, plus les 22 500 € qu'il avait transférés à Rebecca. Donc elle lui avait rendu cet argent, où ils économisaient ensemble pour leur futur nid. André avait aussi découvert que Lionel avait démissionné officiellement de son travail, de son plein gré. Il se préparait vraiment à déménager et à chercher un nouvel emploi là-bas. Tout concordait. Il prévoyait de quitter la ville, de commencer une nouvelle vie sur mon argent. J'ai montré ces informations à Béatrice. Elle a réfléchi. Et si on les devançait ? Comment ? Maintenant, Rebecca est convaincue que tout est sous contrôle. Mais si on transfère tous les actifs restants, si on ferme l'accès au compte, elle se retrouvera dans une impasse. Si elle demande le divorce, elle n'obtiendra que des dettes. Si elle ne le demande pas, elle restera avec toi, sachant que tu sais tout. J'ai réfléchi et accepté. Le jour même, j'ai ouvert un nouveau compte au nom de Béatrice, y ai transféré tout l'argent disponible de l'entreprise. Ça faisait encore 225 000 €. J'ai aussi vidé mon compte personnel, n'y laissant que 4 500 € pour les dépenses courantes. Je ne pouvais pas transférer l'appartement, mais j'ai établi une reconnaissance de dette fictive envers Béatrice. Soi-disant, elle m'avait prêté de l'argent autrefois pour acheter cet appartement. Reconnaissance fictive, mais certifiée par notaire. Au tribunal, ça jouerait un rôle. Rebecca n'a rien remarqué. Elle n'avait pas accès à mes comptes professionnels. Et pour le compte personnel, j'ai dit que j'avais investi l'argent dans un nouveau projet. Elle m'a cru. C'est étonnant comme les gens croient facilement quand ça les arrange. Puis Gaston a appelé. Sa voix tremblait. « Je voudrais te voir, parler. » J'ai accepté. Nous sommes retrouvés dans le même café en périphérie. Il est arrivé vieilli, le visage creusé. Il s'est assis en face de moi, est resté longtemps silencieux, puis a commencé. « Étienne, je suis coupable. On m'a manipulé. Une femme, une connaissance, m'a promis de l'argent. J'ai accepté pensant que ce serait facile. Et maintenant, la police est sur mon dos. Et elle m'a tourné le dos. Qui est elle ? » Il a hésité. « Ta femme, Rebecca. C'est elle qui est venue me voir il y a 6 mois. Elle m'a raconté que tu étais riche, qu'il fallait te soutirer l'entreprise. Elle m'a proposé un plan. Je porte plainte pour les prétendues dettes de ton père. Tu perds au tribunal, tu me paies 150 000 et je lui en donne la moitié. » J'ai accepté, vieux con que je suis. Tout devenait définitivement clair. Rebecca était le cerveau de toute l'opération. Lionel, l'amant et futur mari. Gaston, l'instrument pour extorquer de l'argent. Et moi, la vache à lait qu'il comptait traire jusqu'à la dernière goutte. Gaston a continué. Maintenant, elle m'en veut. Elle dit que j'ai tout gâché, que c'est ma faute si la police s'en est mêlée. Elle menace de porter plainte, prétendant que je l'ai fait chanter. « Étienne, aide-moi. Je raconterai tout, je serai témoin. Retire juste la plainte à la police. » J'ai réfléchi. D'un côté, Gaston était aussi méprisable que Rebecca. De l'autre, il pouvait être utile. « D'accord. Je retire la plainte, mais tu signes une reconnaissance écrite admettant que Rebecca t'a manipulé et tu te prépares à témoigner au tribunal si nécessaire. »
Il a hoché la tête. C'est ce que nous avons fait. Béatrice a certifié sa déclaration. J'ai retiré la plainte. Gaston est parti, courbé, vieilli de 10 ans. À la maison, Rebecca a demandé pourquoi j'avais l'air si joyeux. Juste de bonne humeur, je vais bientôt être père. Elle a souri, m'a embrassé. Et je pensais, encore un peu, juste un peu. Une semaine plus tard, elle a recommencé avec l'appartement. Étienne, mettons-le quand même à mon nom, pour l'enfant. On verra après l'accouchement, ce n'est pas le moment. Elle a insisté. Non, maintenant. Après, on oubliera avec toute l'agitation. Après l'accouchement, elle s'est vexée, a boudé plusieurs jours, puis a laissé tomber. André, pendant ce temps, continuait de creuser. Il a découvert que Lionel avait loué un coffre-fort bancaire pour Rebecca. Dedans, selon les rumeurs, il y avait de l'argent, celui qui lui avait transféré, plus d'autres économies. Apparemment, il préparait un coussin financier pour les premiers temps après le divorce. J'ai demandé à André de découvrir dans quelle banque. Il l'a fait. Je l'ai noté. Ça pourrait servir. Un autre détail a émergé. Lionel avait rencontré un avocat. André avait obtenu l'information par une connaissance travaillant dans le même cabinet. Lionel se renseignait sur comment obtenir rapidement un divorce si une femme est enceinte de lui mais vit avec un autre homme. L'avocat avait dit qu'il fallait attendre l'accouchement, puis demander l'établissement de paternité par test ADN. Le mari serait exclu de l'acte de naissance, Lionel inscrit. Ensuite, procédure de divorce standard. Donc il ne prévoyait même pas que je paie une pension alimentaire. Il voulait que Lionel devienne le père officiel. Pourquoi ? Probablement pour que je n'ai absolument aucun droit sur l'enfant, que je ne puisse pas interférer dans leur vie. Bien calculé. J'ai raconté cela à Maître Dubois. Il a souri avec ironie. Qui essaie. Nous avons aussi un plan. Dès que l'enfant naît, nous demandons le test ADN en premier, plus vite qu'ils ne peuvent agir. Et ensuite, divorce selon nos règles. Rebecca, pendant ce temps, devenait de plus en plus nerveuse. Tantôt elle pleurait sans raison, tantôt elle riait. « Les hormones », disait-elle. Je hochais la tête, la consolais, mais je pensais « pas les hormones ». Elle sentait que quelque chose ne tournait pas rond. L'intuition. Une nuit, elle s'est réveillée, s'est assise dans le lit, m'a regardé longuement. J'ai fait semblant de dormir. Elle a soupiré, s'est recouchée, a murmuré doucement. « Pardon. » Je n'ai pas compris à qui elle parlait, à moi ou à elle-même. Un mois avant l'accouchement, Rebecca a de nouveau abordé le sujet de l'argent. « Je veux ouvrir un compte commun pour la famille, pour l'enfant. C'est plus correct, c'est plus pratique. » Pourquoi ? J'ai un compte, tu as une carte avec accès. Je veux contrôler moi-même les dépenses, planifier le budget. D'accord, on en discutera après l'accouchement. Elle a fait la tête mais n'a pas insisté. Le soir même, André a appelé. Rebecca avait rencontré Lionel. Il lui avait remis des documents. André n'avait pas pu voir exactement quoi, mais ça ressemblait à des papiers bancaires. J'ai demandé d'en savoir plus. Le lendemain, il a découvert que c'étaient les coordonnées du compte que Lionel avait ouvert à son nom. Apparemment, elle devait y transférer de l'argent dès qu'elle aurait accès au mien. J'ai compris. Il se pressait. L'accouchement approchait. Le plan devait fonctionner. Il fallait les devancer. J'ai appelé Béatrice, demandé un rendez-vous urgent. Je suis allé chez elle le soir, lui ai parlé du compte commun. N'ouvre surtout pas ce compte. Si tu le fais, elle aura accès à tout ton argent, le transférera à Lionel, et après, essaie de prouver que c'est elle qui l'a volé. Et si je refuse ? Béatrice a haussé les épaules. Scandale, mais tiens bon. Dis que tu n'as pas d'argent libre en ce moment. Tout est dans le circuit. Après l'accouchement, on verra. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, Rebecca a recommencé avec le compte. L'argent est tout investi dans un nouveau projet, rien de disponible. Patiente un peu, elle s'est enflammée. Tu es radin, tu ne penses pas à la famille, je m'en fiche de tout. Puis elle a de nouveau fondu en larmes, s'est enfuie dans la chambre. Je suis resté dans la cuisine, me suis servi de l'eau, me suis assis près de la fenêtre. Combien de temps encore ? Combien de temps encore ce spectacle ? L'accouchement dans 1 mois, encore 1 mois à tenir. Puis tout serait fini,
où tout commencerait, selon le point de vue. Mais je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, quelque chose a tout bouleversé. Je suis rentré tard, retenu sur le chantier. Rebecca n'était pas à la maison. J'ai pensé qu'elle était chez sa mère ou chez des amis. Je me suis déshabillé, suis allé à la cuisine pour grignoter quelque chose. Et là, j'ai entendu sa voix. Elle parlait au téléphone dans la chambre. La porte était entr'ouverte. Je me suis approché silencieusement, me suis posté près de la porte, écoutant. « Lionel, je ne peux plus. » Il sent quelque chose. Il refuse d'ouvrir le compte. Esquive pour l'appartement. Gaston a aussi merdé. Et si on se tirait maintenant? Je prends ce que je peux et je viens chez toi. Pause. Puis elle a repris. Non, tu ne comprends pas. Si on ne prend pas son argent maintenant, on n'aura rien. L'appartement dans l'autre ville est acheté, oui, mais avec quoi on va vivre? Ton salaire? On a besoin de son argent. Au moins une partie. Autre pause. Elle a soupiré. D'accord, voilà ce qu'on fait. J'accouche, j'enregistre l'enfant à son nom. Ensuite, je demande immédiatement le divorce. Pendant la procédure, j'exige une pension alimentaire. Il paiera. C'est un idiot honnête. Pendant ce temps, on déménage dans notre ville, après qu'il nous cherche par le tribunal. On sera déjà là-bas, avec l'argent, avec l'appartement. Je restais debout, écoutant, et tout à l'intérieur se transformait en glace. Elle continuait. Oui, je l'aime. Non, pas Étienne. Toi, idiot. Étienne, c'est juste une erreur. 10 ans d'erreur. Mais avec lui, c'était pratique. L'argent, l'appartement, le statut. Maintenant, il y a toi. Et je veux être avec toi. Mais sans argent, ça ne marchera pas, tu comprends. Voilà, le point final. Je me suis retourné, suis sorti discrètement de l'appartement, suis descendu à ma voiture, me suis installé au volant. Mes mains tremblaient. Pas de colère, juste parce que tout s'avérait vrai. Jusqu'au bout, j'avais espéré me tromper, être paranoïaque. Mais non. Je suis allé chez Béatrice. Elle a ouvert la porte en peignoir, endormie. Elle a vu mon visage, a pris peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai raconté. Elle m'a écouté, m'a pris dans ses bras. « C'est fini, frangin, on passe à l'action maintenant. » Nous nous sommes assis, avons établi un plan. Béatrice a appelé Maître Dubois malgré l'heure tardive. Il est arrivé une demi-heure plus tard. Nous avons discuté tous les trois. Il faut tout documenter. Un enregistrement de la conversation, si possible. Non, je n'ai pas enregistré. Il a soupiré. Dommage, mais bon, nous avons assez d'autres preuves. Il a proposé ce plan. On attend l'accouchement. Dès que l'enfant naît, Rebecca établira l'acte de naissance. Elle vous inscrira probablement comme père. On demande immédiatement un test ADN. Résultat dans 2 semaines. Dès qu'ils arrivent, on demande le divorce et l'annulation de la mention de paternité. Simultanément, on dépose une plainte pour récupération de l'argent qu'elle a transféré à Lionel. On a les preuves. Elle sera piégée. Et si elle demande de divorce en premier? Qu'elle le fasse. Avec nos preuves, elle n'obtiendra rien. Mieux encore, on peut déposer une contre-plainte pour dommages moraux. Non seulement elle n'obtiendra rien, mais elle finira même endettée. Le plan était dur, mais juste. J'ai accepté. Béatrice aussi. Maître Dubois a dit qu'il commencerait à préparer les documents et que je devais me comporter normalement, ne rien montrer. Je suis rentré à la maison au petit matin. Rebecca dormait. Je me suis allongé à côté d'elle, fixant le plafond. Voilà, c'était fini. 10 ans de mariage se terminaient. Et pas parce que l'amour était passé, mais parce qu'il n'y en avait jamais eu, en tout cas de son côté. Le matin, elle s'est réveillée, m'a souri. « Où étais-tu » ? J'ai dormi sur le chantier, un problème. Elle a hoché la tête, m'a cru. S'est levée, est allée prendre son petit déjeuner. Et moi, je restais allongé, pensant combien il était facile de mentir quand on en avait l'habitude. Les 2 semaines suivantes se sont passées dans la tension. Rebecca devenait de plus en plus nerveuse. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Étienne, tu es vraiment content pour le bébé ?» « Bien sûr que oui. » Elle me regardait avec méfiance, mais se taisait. André a envoyé un dernier rapport. Lionel avait complètement quitté son appartement en ville, pris ses affaires, était parti dans l'autre ville. Apparemment, il y attendait l'accouchement de Rebecca. Ensuite, elle le rejoindrait.
tout selon le plan, leur plan. Mais j'avais mon propre plan, et il était meilleur. Une semaine avant l'accouchement, Rebecca a de nouveau abordé le sujet de l'appartement. J'ai refusé. Elle a fait une crise, hurlant que je ne l'aimais pas, que j'étais égoïste, que l'enfant n'aurait rien. Je suis resté silencieux. Puis elle s'est calmée. Bon, tant pis, je me débrouillerai sans toi. J'ai compris qu'elle ne comptait plus sur l'appartement. Elle ne comptait que sur la pension alimentaire et le partage après le divorce. Eh bien, là, une surprise l'attendait. Béatrice avait définitivement transféré tous les actifs. Maintenant, formellement, je lui devais 900 000 €. Fictif, bien sûr, mais les documents étaient en béton. En cas de divorce, le tribunal tiendrait compte de ses dettes et Rebecca obtiendrait au mieux quelques dizaines de milliers d'euros. Ça lui suffirait à peine pour les premiers temps. Après, qu'elle se débrouille. L'accouchement a commencé brusquement. La nuit, Rebecca s'est réveillée, s'est agrippé le ventre, a crié. J'ai appelé l'ambulance, préparé le sac, l'ai accompagnée à la maternité. Elle me serrait la main, pleurait de douleur. Je lui caressais la tête, la calmais, pensant une dernière fois. Une dernière fois à ses côtés en tant que mari. À la maternité, on l'a emmenée en salle d'accouchement. Je suis resté dans le couloir, assis sur une chaise en plastique, regardant par la fenêtre, attendant. 6 heures plus tard, l'infirmière est sortie. Félicitations, un garçon en bonne santé, 4 kilos. La maman va bien aussi. J'ai hoché la tête, demandé à voir l'enfant. Elle m'a conduit à la vitre de la nurserie. Le voilà, le vôtre. J'ai regardé et compris. Roux. Cheveux roux flamboyants. Rebecca et moi avons tous les deux les cheveux foncés, presque noirs. D'où venait ce roux? Pourquoi est-il roux? Elle a souri. Ça arrive, la génétique. Peut-être qu'un grand-parent avait les cheveux roux. J'ai hoché la tête, mais je savais qu'aucun de nos parents n'en avait. Par contre, sur la photo de profil de Lionel sur les réseaux sociaux, les cheveux étaient châtain clair, presque roux. Voilà, la preuve finale. Je suis entré voir Rebecca. Elle était allongée, pâle, épuisée, mais souriante. En me voyant, elle a tendu la main. Je me suis approché, les prise. « Tu l'as vu? Il est beau, hein ?»« Oui, il est beau. » Elle a souri davantage. « Il te ressemble ?» Je n'ai rien dit. Non, il ne me ressemblait pas, pas du tout. Mais ce n'était ni le moment ni l'endroit pour s'expliquer. « Repose-toi, je reviendrai demain. » Elle a hoché la tête, fermé les yeux. Je suis sorti, descendu, monté dans ma voiture. J'ai appelé Béatrice, lui ai parlé des cheveux roux. Elle a expiré. Voilà, maintenant c'est certain. Demain, on demande le test. Je suis rentré, me suis couché, mais n'ai pas dormi. Je repensais à tout. 10 ans de mariage, 5 ans d'essai pour avoir un enfant. Et la voilà qui accouche de son amant et essaie encore de me faire passer pour le père. Le culot était stupéfiant. Le matin, je suis retourné à la maternité. Rebecca était déjà plus en forme, assise sur le lit, tenant le bébé. En me voyant, elle a souri. « Tiens, prends-le. » J'ai pris l'enfant, l'ai regardé. Effectivement, un beau garçon, mais étranger, complètement étranger. Rebecca a commencé à raconter ce que les médecins avaient dit, que tout allait bien, qu'on sortirait bientôt. « Comment on va l'appeler ?» Elle a réfléchi. « Que dirais-tu d'Antoine? J'aime bien. » J'ai haussé les épaules. « Comme tu veux. » Elle m'a regardé étrangement. « Pourquoi tu n'as pas l'air content? » Juste fatigué. Le travail, le stress. Je comprends. Quand on rentrera à la maison, tu te reposeras. Le même jour, elle a établi l'acte de naissance, m'a inscrit comme père, sans même demander, sans vérifier, simplement inscrit comme une évidence. Je l'ai appris par l'infirmière quand j'ai récupéré les documents. C'est déjà enregistré? Oui, votre épouse a dit que vous étiez d'accord. J'ai pris l'acte de naissance, regardez, noir sur blanc, père, Étienne Moreau. J'ai serré le papier dans ma main, sorti de la maternité, appelé maître Dubois. Parfait, maintenant on demande le test. Je vais immédiatement préparer la requête au tribunal. 3 jours plus tard,
Rebecca et le bébé sont sortis. Je suis venu les chercher. Elle était heureuse, portant l'enfant dans ses bras et montée dans la voiture. Sur le chemin, elle bavardait sans arrêt sur comment on aménagerait la chambre d'enfant, quelle poussette acheter, comment on ferait des promenades. Je hochais la tête, silencieux. Elle ne remarquait pas mon silence, ou ne voulait pas le remarquer. À la maison, je l'ai aidée à s'installer, monter le berceau dans la chambre d'enfant, apporter les affaires. Rebecca, fatiguée, s'est couchée avec le bébé. Je suis resté dans la cuisine, assis, buvant du thé, pensant « Voilà, ça commence. » L'essentiel maintenant, ne pas craquer trop tôt. Le lendemain, André a appelé. Lionel était revenu en ville, s'était installé dans un hôtel. Apparemment venu voir Rebecca et l'enfant. J'ai demandé de le surveiller. André a promis. Le soir, Rebecca m'a demandé de promener le bébé. J'ai accepté. J'ai sorti la poussette dans la cour, roulé sur les allées. Les voisins s'approchaient, félicitaient. « Garçon ou fille ?» Je répondais mécaniquement, regardant ce petit rouquin en pensant « étranger, complètement étranger ». De retour à la maison, Rebecca nourrissait le bébé. Comment s'est passée la promenade ? Bien, elle a souri. C'est bien d'avoir un mari aussi attentionné. Je n'ai rien dit. Attentionné. Vraiment. Une semaine plus tard, les résultats du test ADN sont arrivés. Maître Dubois a appelé lui-même. C'est prêt. Probabilité de paternité, 0%. Vous n'êtes pas le père. J'ai expiré. Enfin, la confirmation officielle. Et maintenant ? Maintenant, on saisit le tribunal pour annulation de la mention de paternité. Simultanément, on demande le divorce. Je vais tout préparer, vous n'aurez qu'à signer les documents. Je suis allé à son bureau et tout signé. Préparez-vous au scandale. Quand Rebecca l'apprendra, ce sera l'hystérie. Tenez bon, ne flanchez pas. J'ai hoché la tête. Tenir bon, je savais faire. Je suis rentré tard. Rebecca dormait déjà. Je me suis assis dans la cuisine, me suis servi un whisky, puis un autre. J'avais besoin de me détendre, ne serait-ce qu'un moment. Le matin, j'ai remis à Rebecca la convocation au tribunal. Le coursier l'avait apportée. Je la lui ai tendue. Elle a pris l'enveloppe, l'a ouverte, lue, pâlit. M'a regardé. Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit calmement. Requête en annulation de la mention de paternité et demande de divorce. Elle s'est figée, puis a crié. Tu es devenu fou ? Quelle paternité ? C'est ton enfant. J'ai sorti de ma poche l'impression du test ADN, l'ai posé sur la table. Voici les résultats. Probabilité de ma paternité, 0. Tu veux expliquer ? Elle a saisi le papier, l'a lu. Ses mains tremblaient. Puis elle a levé les yeux vers moi, remplie de larmes, a commencé à parler. Étienne, je peux tout expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fait ça pour nous, pour notre famille. J'ai ricané. Pour nous ? Tu es tombée enceinte de ton amant, tu as essayé de me faire passer l'enfant pour le mien, tu as planifié le divorce et le partage des biens. Tu t'es arrangé avec Gaston pour me soutirer l'entreprise. Et c'est pour nous ? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a recommencé. Comment tu... Je l'ai interrompu. Je sais tout. Lionel, l'autre ville, l'appartement, l'argent, tout. Rebecca s'est assise sur une chaise, est restée silencieuse 1 minute, puis a demandé doucement. Depuis quand tu sais ? 4 mois. Elle a hoché la tête. Donc tout ce temps tu as joué la comédie ? Oui, comme toi ces 6 derniers mois. Elle a pleuré, parlant entre ses sanglots. Étienne, pardonne-moi, je ne voulais pas, c'est juste, c'est arrivé comme ça. Lionel, il est différent. Avec lui, je me sens bien. Et avec toi ? Avec toi, tout était devenu fade. Travail, maison, travail. Aucune émotion. J'écoutais, comprenant qu'elle se justifiait, essayant de rejeter la faute sur moi. Classique. Rebecca, tu aurais pu simplement partir. Divorcer, c'est tout. Pourquoi tout ce cirque avec la grossesse, avec la tromperie ? Elle a sangloté. J'avais besoin d'argent.
Lionel a acheté l'appartement, mais il n'a pas assez d'argent pour vivre. Je pensais que tu ne saurais jamais, qu'on divorcerait, que tu paierais une pension alimentaire et que je commencerais une nouvelle vie. J'ai secoué la tête. Ça ne marchera pas. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens. Tout est organisé de telle sorte que tu obtiendras au maximum 15 000 euros. Ça te suffira pour quelques mois. Après, tu te débrouilleras. Elle s'est levée d'un bond, a crié. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai un enfant. J'ai besoin d'argent pour lui. » J'ai répondu calmement. « Ce n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de Lionel, qu'il paie, lui. » Rebecca a attrapé son téléphone, commencé à appeler quelqu'un. Apparemment Lionel. Elle parlait vite, agitée. « Il sait tout. Il a fait un test. Il porte plainte au tribunal. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je n'ai pas écouté la suite. Je me suis levé, suis allé dans la chambre et rassemblé mes affaires. Rebecca a couru, m'a attrapé le bras. « Où tu vas ?»« Je déménage. Je vais vivre chez Béatrice en attendant le divorce. » « Reste dans l'appartement jusqu'à ce que le tribunal décide. » Elle a de nouveau pleuré. « Étienne, ne pars pas. Parlons. Peut-être qu'on peut encore arranger quelque chose. » Je l'ai regardée. « Il n'y a plus rien à arranger. Tu as fait ton choix. Vis avec. » J'ai pris mon sac, je suis sorti de l'appartement. La dernière chose que j'ai entendue, ces sanglots et les pleurs du bébé. Je suis monté dans ma voiture, direction chez Béatrice. Elle m'a accueilli, m'a pris dans ses bras. « Bravo, tu tiens bon. » J'ai hoché la tête. Pour l'instant, je tenais. Béatrice m'a installé dans la chambre d'amis. « Reste aussi longtemps que nécessaire. » Cette première nuit, je n'ai pas dormi. Allongé, fixant le plafond, repassant tout en boucle. Étrangement, je ne ressentais ni colère ni douleur, seulement le vide. Comme si on avait découpé un morceau de ma vie, laissant un trou béant. Le matin, Maître Dubois a appelé. Rebecca avait engagé un avocat. Elle avait déjà préparé une contre-requête pour partage des biens et pension alimentaire. Et le test ADN ? Ils vont essayer de prouver que vous êtes quand même obligé de subvenir aux besoins de l'enfant, puisque vous étiez enregistré comme père et ne l'avez pas contesté immédiatement. Technique classique. Mais Maître Dubois a dit que nous avions un atout. Preuve de tromperie, échanges, témoignages de Gaston, photos et vidéos des rencontres avec Lionel. Tout cela montrerait que Rebecca m'avait consciemment trompé, planifiant divorce et partage. Le tribunal ne pardonnerait pas ça. Une semaine plus tard avait lieu la première audience. Je suis venu avec Maître Dubois. Rebecca avec son avocate, une jeune femme en tailleur. Rebecca me regardait avec haine. La juge a lu les requêtes. La mienne, annulation de la mention de paternité et divorce. Celle de Rebecca, partage des biens et pension alimentaire. Puis elle a demandé « Y a-t-il des preuves ?» Maître Dubois s'est levé, a posé un dossier sur la table. « Oui, votre honneur. Voici les résultats du test ADN montrant que mon client n'est pas le père biologique de l'enfant. Voici les preuves de l'infidélité de la défendresse. Photographie, enregistrement vidéo, correspondance. Voici le témoignage de Gaston Mercier confirmant que la défendresse planifiait un stratagème frauduleux visant à s'approprier les biens du plaignant. L'avocate de Rebecca a tenté de contester, disant que le test ADN n'avait pas d'importance puisque j'étais enregistré comme père et ne l'avais pas contesté dans l'année. Maître Dubois a riposté. Le plaignant ne connaissait pas l'infidélité avant la naissance de l'enfant. Dès qu'il l'a appris, il a immédiatement porté plainte. C'est totalement conforme à la législation. La juge a examiné les documents, ordonné une expertise, convocation de témoins. Prochaine audience dans 1 mois. Nous sommes sortis. Rebecca a essayé de m'approcher, de me dire quelque chose. Je suis passé sans m'arrêter. Je ne voulais pas parler. Dehors, Maître Dubois a dit « Tout se passe bien. La juge est de notre côté, je le vois. L'essentiel, ne pas flancher. Je ne flancherai pas. » Pendant ce temps, André m'a envoyé une nouvelle. Lionel avait disparu. Parti de l'autre ville, vendu l'appartement sans même y avoir emménagé, pris l'argent et s'était évaporé. Apparemment effrayé d'être impliqué comme complice d'escroquerie, ou simplement décidé que Rebecca et l'enfant, c'était trop d'emmerde.
J'ai montré l'information à Béatrice. Elle a souri ironiquement. Voilà le grand amour. Dès qu'il sent le danger, il se tire. J'ai haussé les épaules. Je m'en fichais. Que Rebecca se débrouille seule. 2 semaines plus tard, Rebecca a appelé. Sa voix tremblait. Elle demandait à me voir, à parler. J'ai accepté, dans un café, avec des témoins. Je suis arrivé. Elle était déjà assise à une table, amaigrie, le visage creusé, des cernes noires sous les yeux. Je me suis assis en face. Elle est restée silencieuse 1 minute, puis a commencé. « Étienne, je comprends tout. Je suis coupable, mais je n'ai nulle part où aller. Lionel est parti. Je n'ai pas d'argent. Je suis seul avec l'enfant. Maman a refusé de m'aider quand elle a appris la vérité. Aide-moi, s'il te plaît, n'importe comment. » Je l'ai regardé. « Et l'argent que Lionel t'avait transféré, les 22 500 €? » Elle a baissé les yeux. Je les ai dépensés. Pour les médecins, les affaires de bébé, pour tout. J'ai secoué la tête. Rebecca, tu avais prévu de me laisser sans rien, me prendre à l'entreprise, l'appartement, l'argent. Pourquoi devrais-je t'aider? Elle a pleuré. Parce que je suis la mère de ton... Elle s'est reprise. La mère de l'enfant que tu as voulu pendant 10 ans. Je me suis levé. Ce n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de Lionel. C'est ton problème, pas le mien. Bonne chance. Je me suis retourné et suis parti. Elle restait assise, pleurant. Je ne ressentais aucune pitié, aucune. La 2e audience s'est déroulée rapidement. L'expertise a confirmé les résultats du test ADN. Gaston a témoigné, raconté le complot avec Rebecca. André a présenté les vidéos des rencontres entre Rebecca et Lionel. L'avocate de Rebecca a tenté de contester, mais ses arguments étaient faibles. La juge a rendu sa décision. Annulation de la mention de paternité, dissolution du mariage, rejet de la demande de partage des biens de Rebecca en raison de faits avérés d'escroquerie et d'infidélité. Pas de pension alimentaire, le plaignant n'étant pas le père de l'enfant. Rebecca était assise, blanche comme un linge. Quand la juge a prononcé la décision, elle s'est couvert le visage de ses mains. Son avocate lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, mais Rebecca n'écoutait pas. Je suis sorti de la salle. Libre, divorcé, sans dette, sans femme, sans enfant qui n'avait jamais été le mien. Maître Dubois m'a serré la main. « Félicitations, vous avez gagné. » J'ai hoché la tête. « Merci. » Mais étrangement, ça ne ressemblait pas à une victoire, juste une fin. La fin d'une histoire de 10 ans qui s'était révélée être un mensonge. 1 mois plus tard, j'ai appris que Rebecca avait quitté l'appartement. Destination inconnue. Béatrice disait l'avoir vue dans un supermarché avec l'enfant. Maigre, épuisée, fatiguée. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ce n'était plus mon problème. Gaston a aussi disparu. Après le procès, il a quitté la ville. On disait qu'il était parti chez sa fille. Il n'a plus appelé, n'est plus réapparu. J'étais soulagé, un souci de moins. L'entreprise a prospéré. Sans Rebecca, sans ses demandes constantes, sans tension à la maison, je me suis concentré sur le travail. J'ai pris 3 nouveaux projets, embauché une autre équipe. L'argent coulait. Béatrice m'a aidé à annuler toutes les dettes fictives, à tout régulariser proprement. 6 mois plus tard, j'étais au sommet. Seulement, à l'intérieur, il y avait le vide. Tu sais, quand tu vis 10 ans avec quelqu'un, tu t'habitues. Même si cette personne t'a trahi, menti, essayé de t'arnaquer, tu t'habitues quand même, et quand elle part, il reste un trou. J'ai essayé de le combler par le travail, les sorties entre amis, le sport. Ça aidait, mais pas complètement. 6 mois après le divorce, je vivais seul dans cet appartement où Rebecca et moi avions autrefois construit des projets d'avenir. J'ai transformé la chambre d'enfant en bureau, enlevé tous les souvenirs d'elle, photos, affaires, même changé la vaisselle. Je voulais repartir de zéro. Le travail allait bien. J'avais terminé 2 gros projets, commencé un 3e. Les équipes travaillaient efficacement, l'argent rentrait régulièrement. Béatrice passait de temps en temps, vérifier comment j'allais. « Tu as l'air pas mal, mais tes yeux sont tristes. »« Tout va bien, juste fatigué. » Les amis essayaient de me présenter quelqu'un. Gaston, le contremaître, avait amené sa femme avec une de ses amies sur le chantier.
Jolie fille, comptable, divorcée. Nous avons parlé, échangé nos numéros. Je l'ai même appelée quelques fois, invitée au cinéma. On y est allé, mais ça n'a pas accroché. Elle était bien, correcte, mais vide en quelque sorte. Ou alors je n'étais simplement pas prêt. Un soir, assis à la maison, regardant la télévision, Béatrice a appelé. Voix inquiète. « Frangin, Rebecca a appelé. » Je me suis tendu. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Béatrice a soupiré. « De l'argent. Elle dit que c'est vraiment difficile. L'enfant est malade. Elle n'a pas de quoi acheter les médicaments. » « Et qu'est-ce que tu as répondu ?»« Que je te transmettrai, mais que je doute que tu l'aides. » J'ai réfléchi. D'un côté, elle avait essayé de m'arnaquer, me tromper, tout me prendre. De l'autre, l'enfant n'était coupable de rien, même s'il n'était pas le mien. Dis-lui que je ne compte pas l'aider, qu'elle s'adresse au vrai père. Elle a soupiré. Je lui dirai. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Rebecca par hasard dans un centre commercial. Je choisissais des outils, elle poussait une poussette. Elle m'a vu, s'est figée. Je me suis arrêté aussi. Nous sommes restés là, nous regardant pendant 10 secondes. Puis elle s'est approchée, a dit doucement « Salut ». J'ai hoché la tête. « Salut ». Elle m'a regardé, puis a regardé la poussette. « Tu veux le voir ?» J'ai haussé les épaules. « Pourquoi ?» Elle a baissé les yeux. « Comme ça, il a bien grandi ?» Je ne me suis pas approché. « Je dois y aller. » Elle m'a attrapé la manche. « Attends, Étienne. C'est vraiment difficile. » Lionel a disparu. Pas d'argent. Maman refuse de m'aider. Je suis seul avec l'enfant. Aide-moi, s'il te plaît. Même un peu. Je l'ai regardé, épuisé, vieilli, dans une veste bon marché, yeux rouges, mains tremblantes. Elle essayait de susciter la pitié. Et tu sais quoi ? Ça n'a pas marché. Je ne ressentais rien, juste le vide. J'ai dit calmement, « Rebecca, tu avais prévu de me laisser sans rien. Me prendre l'entreprise, l'appartement, l'argent. Tu m'as menti pendant 6 mois. Tu as accouché de l'enfant d'un autre. Tu as essayé de me faire passer pour le père. Pourquoi devrais-je t'aider ?» Elle a pleuré. « Parce que j'ai un enfant. Il n'est coupable de rien. Il a besoin de médicaments, de nourriture, de vêtements. Étienne, je t'en supplie. » J'ai secoué la tête. C'est l'enfant de Lionel. Qu'il l'aide lui, ou l'État. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je me suis retourné et suis parti. Elle criait quelque chose dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Le soir, Gaston a appelé pour la première fois en 6 mois. Voix faible, coupable. « Étienne, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. J'ai eu tort. Ton père était un homme honnête, et moi je me suis laissé avoir par Rebecca, par l'argent facile. Pardonne-moi, pour la mémoire de ton père. » J'ai écouté en silence, puis j'ai dit « Gaston, mon père était honnête, et toi tu as essayé de salir sa mémoire avec une fausse reconnaissance de dette. Je n'accepte pas tes excuses. Ne rappelle plus. » J'ai raccroché. Béatrice m'a dit plus tard que j'étais dur. Peut-être, mais certaines choses ne se pardonnent pas. 1 mois plus tard, j'ai appris par Béatrice une nouvelle. Rebecca était allée voir sa mère, avait tout avoué. Lionel, le plan de divorce, la tromperie. Elle pensait que sa mère aurait pitié, l'aiderait. Mais la vieille dame avait du caractère. Elle a dit à Rebecca qu'elle était seule responsable, qu'elle devait se débrouiller seule. Elle a refusé de l'aider financièrement, refusé de l'héberger. Rebecca est repartie les mains vides. Béatrice racontait ça avec compassion, disant qu'elle était seule, avec l'enfant, sans personne. J'ai haussé les épaules. Elle a choisi cette voie. Maintenant, qu'elle la suive jusqu'au bout. Béatrice a soupiré. « Tu es devenu plus dur, frangin. » La vie m'a appris. Et puis j'ai rencontré Sandrine, par hasard, sur le parking près du bureau. Elle sortait d'un immeuble, a laissé tomber un dossier. Les papiers se sont éparpillés. Je l'ai aidée à les ramasser. Nous avons discuté. Elle était architecte, travaillait sur un projet de complexe résidentiel. Jolie, une 30aine d'années, des yeux vifs et un sourire facile. Nous avons parlé de travail, de la ville, de la vie. Elle venait de déménager à Paris depuis Lyon, fatiguée de l'agitation. J'ai parlé de mon entreprise, de la construction.
Nous avons bavardé 20 minutes, puis elle a regardé sa montre. « Oh, je dois y aller. Mais prenons un café un jour. » Nous avons échangé nos numéros. Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café. Nous avons parlé de tout, travail, loisirs, ce qu'on voulait de la vie. Elle était facile à vivre, sans prétention, sans jeu. Elle m'a raconté son divorce il y a 3 ans. Son mari l'avait trompée, elle l'avait appris et était partie, sans drame. Pas d'enfant, elle vivait avec un chat. J'ai parlé de moi aussi. Sans entrer dans les détails, j'ai dit simplement « On s'est séparés dans de mauvaises conditions ». Elle a hoché la tête. Je comprends. Moi non plus, ça n'a pas été facile. Mon ex trompait, j'ai découvert, je suis parti. Sans scandale, sans partage. On s'est juste séparés. J'ai pensé, voilà comment il aurait fallu faire. Simplement se séparer, sans tout ce cirque. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, 1 fois par semaine. Cinéma, café, promenade. Sans obligation, sans pression. Juste 2 personnes qui appréciaient d'être ensemble. J'aimais ça. Après tout ce qui s'était passé avec Rebecca, c'était comme une bouffée d'air frais. Un jour, elle a demandé « Étienne, tu veux des enfants un jour ?» J'ai réfléchi. Avant, je voulais vraiment. Pendant 5 ans avec Rebecca, nous avions essayé. Maintenant, je ne savais plus. J'avais peur d'être à nouveau trompé. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un jour. Et toi ? Elle a haussé les épaules. Moi non plus, je ne suis pas sûr. J'en voudrais bien, mais j'ai peur aussi. L'âge, les risques, et puis je n'ai personne. Nous nous sommes regardés et avons ri. 2 cyniques qui avaient peur de l'avenir, mais ensemble, on était bien, au moins pour l'instant. 1 mois plus tard, elle m'a présenté son chat, une bête rousse effrontée qui m'a sauté immédiatement sur les genoux et s'est mise à ronronner. Sandrine a ri. « Oh, il ne va jamais vers les étrangers d'habitude. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. » J'ai caressé le chat, me suis dit que peut-être tout n'était pas perdu. La vie se remettait en place petit à petit. Le travail allait bien. Avec Sandrine, nous continuions à nous voir. Les sentiments devenaient plus profonds. Je commençais à penser que peut-être je pouvais réessayer. Faire confiance, construire quelque chose de vrai. 6 mois après le divorce, ma vie était entrée dans une nouvelle normalité. L'entreprise prospérait. J'avais pris 3 nouveaux projets, ouvert un second bureau, embauché une autre équipe. L'argent rentrait régulièrement. J'avais entièrement rénové l'appartement, nouveaux meubles, nouvelles décorations. Aucun souvenir du passé. Béatrice passait régulièrement, me disait que j'avais l'air plus calme, moins de tension dans le regard. C'était vrai. Comme si on m'avait enlevé un poids des épaules. 10 ans avec quelqu'un qui m'utilisait, et maintenant j'étais libre. Le travail occupait mes journées. Les soirées avec Béatrice ou des amis, parfois seul à la maison, films, livres, silence. Après tout ce drame, le silence était devenu un luxe. Avec Sandrine, les choses évoluaient doucement. Nous nous voyions plus souvent. Elle était devenue importante. Je commençais à croire qu'on pouvait construire quelque chose de sain, de vrai, sans mensonge, sans jeu. Un soir, assis chez elle, caressant le chat roux pendant qu'elle préparait le dîner, je me suis dit que peut-être, finalement, je pouvais à nouveau faire confiance. Peut-être que tout le monde n'était pas comme Rebecca. Peut-être que je méritais quelque chose de bien. La vie continuait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'elle allait dans la bonne direction. Nous ne nous précipitions pas. Laissions simplement la relation se développer naturellement. Après Rebecca, après tous ces mensonges et manipulations, c'était comme une bouffée d'air pur, honnêteté, simplicité, tranquillité. Un soir, assise chez moi autour d'un thé, Sandrine a demandé « Où va-t-on à ton avis ?» J'ai réfléchi et répondu honnêtement « Je ne sais pas, mais j'aime y aller avec toi. » Elle a souri. Moi aussi. On fait sans plan, sans pression. On est juste ensemble. J'ai accepté. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Les mois passaient. Avec Sandrine, chaque jour était une découverte. Nous avons voyagé ensemble,
Week-end à la montagne, escapade dans les vignobles, soirée tranquille à cuisiner ensemble. Elle m'a appris à rire à nouveau, à faire confiance, à croire que l'amour n'était pas forcément synonyme de trahison. L'entreprise prospérait. J'avais ouvert un second bureau, embauché 15 personnes de plus, remporté un contrat avec la municipalité pour un grand projet résidentiel. Béatrice était fière, répétant sans cesse que j'avais enfin trouvé ma voie. 1 an après notre rencontre, Sandrine et moi avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé un bel appartement lumineux avec une terrasse donnant sur le parc. Le chat Roux a immédiatement adopté son coin près de la fenêtre. « Tu sais, m'a-t-elle dit en déballant nos cartons, je n'ai jamais été aussi heureuse. » Moi non plus, ai-je répondu en l'embrassant. Quelques mois plus tard, lors d'un dîner chez Béatrice, ma sœur m'a pris à part. « Frangin, tu rayonnes. Je ne t'ai jamais vu comme ça, même au début avec Rebecca. C'est la vraie chose cette fois. » J'ai hoché la tête. Je sais, Sandrine, c'est différent, c'est authentique. Un soir de printemps, 2 ans après notre rencontre, nous nous promenions dans le parc près de chez nous. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'orange. Je me suis arrêté près d'un banc où nous nous étions assis la première fois que je lui avais dit « Je t'aime ». « Sandrine, j'ai quelque chose à te demander. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux curieux. J'ai sorti une petite boîte de ma poche, me suis agenouillé. Ces 2 années avec toi m'ont appris ce qu'est le vrai amour. Tu m'as redonné confiance. Tu m'as montré que je méritais d'être heureux. Veux-tu m'épouser ? Les larmes ont coulé sur ses joues alors qu'elle hochait vigoureusement la tête. Oui, oui, 1000 fois oui. Je l'ai soulevée dans mes bras, l'ai fait tourner. Les passants applaudissaient. Le chat Roux que nous avions amené en laisse miaulait comme pour approuver. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, en petit comité. Béatrice était mon témoin, rayonnante de fierté. La cérémonie était simple, intime, remplie de rires et de larmes de joie. Rien de pompeux, juste l'essentiel. 2 personnes qui s'aimaient vraiment, entourées de ceux qui comptaient. Lors du dîner, j'ai levé mon verre. Il y a 3 ans, j'étais au fond du gouffre. Je pensais que l'amour n'était que mensonge et trahison. Puis Sandrine est entrée dans ma vie, a laissé tomber un dossier sur un parking, et tout a changé. Elle m'a appris à croire à nouveau, à elle, à nous, à l'avenir. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Sandrine s'est levée, m'a embrassé sous les applaudissements. 1 an après notre mariage, elle est venue me voir sur un chantier, les yeux brillants. Elle tenait quelque chose derrière son dos. « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle a sorti un test de grossesse. Positif. Mon cœur s'est arrêté, puis a explosé de joie. Je l'ai serré dans mes bras, incrédule. « On va avoir un bébé ? » « On va avoir un bébé », a-t-elle confirmé en riant et pleurant en même temps. Cette fois, c'était différent. Aucun doute, aucune peur, aucun mensonge. Juste une joie pure et sans mélange. 9 mois plus tard, notre fille est née. Nous l'avons appelée Élise. Quand l'infirmière me l'a mise dans les bras, j'ai regardé ce petit visage parfait, ses yeux qui ressemblaient à ceux de Sandrine, et j'ai pleuré. « Bienvenue ma princesse » et je murmurai. « Papa est là. Papa sera toujours là. » Sandrine, épuisée mais radieuse, m'a regardé avec tant d'amour que j'ai compris. J'étais enfin là où je devais être. Aujourd'hui, 5 ans après cette catastrophe avec Rebecca, ma vie est méconnaissable. Une entreprise florissante, une femme extraordinaire, une petite fille qui court partout en riant, et un chat roux qui surveille tout depuis son perchoir. Parfois, je repense au passé, à Rebecca, au mensonge, à la douleur. Mais je n'ai plus de colère, juste de la gratitude. Sans cette épreuve, je n'aurais jamais trouvé Sandrine. Je n'aurais jamais connu ce bonheur authentique. Le soir, quand Élise est endormie et que Sandrine est blottie contre moi sur le canapé, je me dis que j'ai eu de la chance. La chance d'avoir échappé à une vie de mensonges. La chance d'avoir découvert ce qu'était l'amour véritable. La chance d'avoir construit une vraie famille. Et c'est tout ce qui compte.